Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Septembre 2003, port de Pointe-Noire, République du Congo. Les protagonistes de cette aventure, Alexandre Girard, chef de projet sur les tortues marines au Muséum national d'histoire naturelle, Célène, élève de première au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Alexandre part 6 mois étudier les tortues marines au Congo. Nous revivons à travers son récit cette aventure exceptionnelle. Plongeons avec les tortues. On attend quoi en fait ? Là, on est au marché central de Pointe-Noire et en fait, on attend le foula-foula, c'est-à-dire que c'est le transport local qu'utilisent les habitants de Pointe-Noire pour rejoindre la campagne. Et nous, on profite de ce transport parce que c'est pas cher et puis on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on va prendre le transport avec les locaux et on va rejoindre la plage où il y a les tortues marines. Ça ressemble à quoi autour de nous, là, l'ambiance ? Il y a du monde, est-ce que tu peux nous décrire ? Alors il est tôt le matin parce que pour tenter d'avoir un transport de type foula-foula, il faut se lever tôt le matin parce que les places sont limitées. Il y a beaucoup de clients pour monter dans ces transports. Donc on est venu ce matin sur le marché et on attend. Le foula-foula arrive, il est déjà plein à craquer, mais on va quand même réussir à monter. C'est pas simple. Oui, alors on va réussir à monter. Alors déjà, on est visible parce que donc c'est pas classique que nous, les Européens, on monte dans ces foula-foula. Et donc la discussion s'engage et c'est très sympathique, c'est très vivant. Et on nous invite à nous installer sur les sacs de marchandises à l'arrière du foula-foula. Là justement, il y a un sac de manioc, c'est là tu veux t'asseoir ? Non, sans façon. Je crois que c'est un peu la meilleure place en même temps, Oui, non ? je te le conseille, le sac de manioc, c'est quand même une des bonnes places. Et on va où comme ça ? Alors là, on va à Numbi. Et Numbi, si tu veux, c'est la dernière station du foula-foula à partir de laquelle on va se mettre à marcher pour rejoindre la plage et aller rejoindre le campement des tortues. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Là-bas, on va étudier les pontes des tortues, c'est-à-dire qu'au Congo, il y a 2 espèces de tortues qui pondent majoritairement. Il y a la tortue lutte et il y a la tortue olivâtre. Et donc, nous, on va rejoindre les équipes de terrain, Nathalie et Gaël, pour faire une patrouille de suivi des activités de ponte. Après avoir parcouru 150 km en 6 heures, et oui, la route et les pistes n'étaient pas très praticables, nous arrivons enfin au village de Numbi. Le foula-foula s'arrête. On est arrivé ? On n'est pas arrivé. Maintenant, on va marcher sur une piste dans la savane pour rejoindre la mer. C'est pas dangereux de longer la rivière juste tous les 3 ? D'un point de vue d'Européen, on peut trouver ça un peu dangereux, mais finalement, tous les villageois le font régulièrement. Ils se déplacent de village en village, comme ça, à pied, sur des pistes de savane. Donc, il n'y a pas de danger. Il faut être prudent. Il y a quand même des sacrés bestioles dans le coin. Oui, il y a des animaux, donc on va entendre des bruits. Je pense pas qu'on va voir des choses, mais on va entendre des éléphants, on va peut-être entendre des chimpanzés. On va être attentif et vigilant, mais ça va très bien se passer. Bon c'est parti, on y va. On va marcher combien de temps là ? Là, on va marcher 1 à 2 heures et on va arriver à l'embouchure de la Numbi. Pourquoi on va étudier les tortues marines et pas les terrestres ? On aurait pu choisir d'étudier les tortues terrestres, c'est très intéressant aussi, mais donc on a créé avec Nathalie et Gaël une association pour protéger les tortues marines. Parce que ces tortues, elles sont menacées, elles vivent dans l'océan, ce sont des espèces migratrices. Et on a décidé de consacrer du temps bénévole pour protéger et étudier ces tortues en Afrique.
c'est quoi la différence? La différence entre une tortue terrestre et une tortue marine? Oui. Alors en fait, les tortues marines sont donc, comme son nom l'indique, ce sont des animaux marins. Donc ce sont des... Dans l'histoire, à la préhistoire, dans les temps anciens, les tortues étaient terrestres et elles sont retournées à la mer. Et donc ce sont devenus des animaux marins qui ont donc développé des palettes natatoires pour nager dans la mer. Des quoi? Des palettes natatoires, c'est-à-dire des nageoires. On n'appelle pas ça des nageoires parce que ce ne sont pas des nageoires, ce sont des membres en fait qui ont été modifiés pour servir de palettes natatoires, donc de rames, qui permet à ces animaux issus du milieu terrestre de s'adapter à la mer et vivre dans la mer, se déplacer dans la mer. Donc ça veut dire que la tortue a des phalanges. La tortue a des phalanges, donc dans la palette natatoire, on trouve des phalanges. Et alors les tortues marines ont gardé un élément terrestre, c'est la ponte justement. La tortue s'est émancipée du milieu terrestre, la tortue marine s'est émancipée du milieu terrestre, sauf pour la ponte. Elle reste dépendante de la plage et elle sort de la mer pour pondre ses œufs sur le sol. Là, on va marcher 1 heure de plus sur la plage cette fois-ci. C'est la pénombre, c'est-à-dire que c'est la nuit, mais en fait, la nuit, c'est pas l'obscurité. En fait, on se rend compte très vite, une fois qu'on a laissé un peu tomber ses peurs, que à la fois la plage est assez lumineuse, on voit bien la plage, on voit où on marche, on voit la mer aussi avec la lune au-dessus, donc c'est assez lumineux. Et en revanche, on voit à droite l'arrière-plage avec la forêt littorale, et là c'est très sombre. Et là peut-être que éventuellement ça te fait un peu peur parce que c'est sombre. Et justement, il y a ces bruits d'insectes, il y a ces bruits de grenouilles, il y a ces bruits d'animaux. On entend des froissements, des bruissements, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de biodiversité, il y a éventuellement des gros animaux qui sont là. Mais ça se passe bien, on marche. Ça se passe bien, pour le moment ça se passe bien, effectivement. Tout se passe bien. Tout se passe bien, on marche, on a enlevé nos chaussures parce que marcher sur le sable, en fait, c'est beaucoup plus agréable de le faire sans chaussures. Donc on marche dans un sable frais, le climat est frais, il y a des bruits naturels assez qu'on peut trouver curieux, un peu inquiétants, mais aussi sympathiques et merveilleux. Et donc on va marcher 1 heure comme ça. Mais attendez, je vois au loin un feu. Ce serait pas un feu de campement? Ben si, c'est le campement, on arrive là, c'est bien, on va pouvoir se reposer un peu. Et donc il y a Nathalie et Gaël qui nous attendent là-bas. Mais il y a juste 2 tentes autour du feu. Oui, exactement. Oui, le campement, c'est vraiment un petit campement de terrain. On est une jeune association. Ah ouais, on n'a pas de moyens et on est très motivés. Et voilà, c'est aussi un choix parce que finalement, ce campement, il est chouette. C'est-à-dire qu'il est constitué de 2 tentes. Il y a une pirogue retournée qui fait la table. On a des morceaux de bois qui font les tabourets. Et une gamelle et un feu de bois pour faire la cuisine. Mais c'est un choix. On trouve ça très, très, très sympa. Vous avez bien dormi? Ben moyen quand même. moyen. Bah ouais, moi le ressac il m'a un peu empêché de dormir parce que c'est présent quand même comme son. Et puis j'ai pas osé mettre mes boules caisses parce que avec ce qu'on a entendu et sachant tout ce qu'il y a derrière nous dans la forêt, moi j'étais pas hyper sereine, j'avoue. Ouais, moi c'est plutôt les moustiques cette nuit là qui m'ont gêné. Ah, t'avais pas mis la moustiquaire? Bah si, mais il y en avait quand même un qui est rentré dans ma tente. Insupportable. Et en fait, non, je sais pas, les gros animaux m'ont pas vraiment gêné, mais là c'est un tout petit qui m'a un peu embêté. On mange quoi pour le petit déjeuner? Très bonne question, tiens. On mange ce qu'on a apporté. Alors donc qu'est-ce qu'on a ? On a du lait en poudre. Donc des boîtes de lait en poudre parce qu'il n'y a pas de lait sur place, donc on va faire du lait reconstitué avec le lait en poudre. On a du café en poudre et on peut te faire un chocolat au lait ou un café au lait comme tu préfères. Oh, c'est royal. Mais on fait comment pour l'eau potable? Alors en fait on va à une rivière qui est un peu plus haut où on sait que l'eau est propre, mais l'eau n'est pas suffisamment propre pour être consommée directement, donc on la met dans un filtre et on la consomme une fois qu'elle est passée à travers le filtre. Comme ça, on ne risque pas d'attraper des maladies. Ouais, moi je vais rajouter pas mal de café parce qu'elle a quand même un petit goût, hein, l'eau de la rivière.
Ouais, elle a un petit goût de feuille. Ouais, feuille, c'est gentil, je trouve. Il y a des feuilles qui infusent dans la rue. Du thé. On peut aimer. Ouais, bah, je vais rajouter un peu de sucre, tiens. En attendant, on vérifie un peu le matériel dans les sacs parce qu'on n'a pas que de la nourriture. Et ça, c'est très important parce qu'on va en avoir besoin ce soir. Donc oui. Donc tu as ton appareil photo. Oui. Ah, moi, j'ai pas d'appareil photo dans le mien, par contre. Oui, bon, si on en a un pour l'équipe, c'est bon. D'accord, okay. Il nous faut au moins un appareil photo, il nous faut un GPS. Quelqu'un a un GPS? T'as un GPS? Ouais, GPS et batterie, parce que ça aussi, c'est important. Oui, c'est sûr. Et le mètre mesureur, parce qu'on devra mesurer des tortues ou des traces, tu l'as? Ok, ouais, c'est bon, j'ai. Ok. Et puis bon, s'il pleut, t'as tes bottes et ta cape? Ta cape de pluie? J'ai pas les bottes, mais j'ai la cape, ce sera déjà ça. Bon. Moi, j'ai les bottes, mais pas la cape. Bon, on échangera s'il pleut. Oui, j'espère qu'il pleuvra pas. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous briefer un petit peu sur notre mission ici? Pendant une semaine, on va faire quoi exactement, en fait? Alors donc on va patrouiller les plages, parce que donc sur ces plages il y a des pontes de tortues marines, comme on disait, les tortues luttes et les tortues olivâtres. Donc on va patrouiller des secteurs de plage qu'on a définis à l'avance, et on va aller marcher. Patrouiller, ça veut dire simplement marcher sur la plage à deux. On n'y va jamais tout seul, hein. Bon, on est quand même dans un milieu qu'on connaît pas trop. Je vous propose qu'on aille toujours à deux. Et aussi, on y va à deux parce qu'on répartit notre effort d'observation. Il y en a un qui va marcher en bas de plage et l'autre qui va marcher plutôt en haut de plage. Comme ça, on rate pas d'informations sur les tortues. La première journée passe finalement assez vite. Il est déjà 22h, la marée est montante. On s'équipe, donc c'est bon, on a vérifié le matos, on a tout ce qu'il faut. Les gourdes, très très important aussi. Un peu de nourriture parce qu'on va pas mal marcher. Est-ce qu'il y a des consignes à respecter qu'on doit savoir au préalable avant de s'embarquer là sur cette plage? Déjà, oui, on a oublié quelque chose tout à l'heure. Vérifiez que vous avez votre lampe frontale. On a des petites lampes frontales rouges. Ah oui, bah oui, sinon on verra rien. Et c'est nécessaire pour qu'on puisse bien voir la tortue si on rencontre une tortue. Rouge pour pas l'incommoder, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que la tortue, elle aime pas la lumière. Elle est là en ponte, et si on l'éclaire fortement avec une lumière d'un spectre blanc ou vert, ça va la déranger. Ah, c'est comme nous le matin, quoi. On ouvre les volets. Voilà, elle est peu sensible à la lumière rouge, donc on choisit des lampes rouges. Bon, bah voilà. C'est parti. Allez. C'est clair. S'il vous plaît, soyez bien attentifs parce que là, on n'est pas en promenade, on est là pour relever les indices de présence des tortues et des fois c'est discret. Donc vraiment, vous marchez, mais vous regardez le sol, à gauche, à droite, vous balayez avec votre regard la plage. Et donc on reste bien répartis sur la plage, c'est-à-dire qu'il y en a un qui marche en bas et un qui marche en haut. Alors je suis d'accord, c'est pas idéal pour la discussion, mais on discutera pendant les pauses. Et là vraiment, on est en train de travailler. On est en train de faire un suivi sérieux des pontes. C'est quoi les indices juste qu'on peut trouver sur la plage qui peuvent nous mener à une tortue? Tu peux croiser une trace de tortue qui est sortie de la mer. Donc ça va ressembler à une trace de pneus de camion quasiment. C'est-à-dire on va voir un relief et ça peut faire 1 mètre ou 1,20 m de large. Et on va voir une grande trace comme ça qui monte sur la plage. Et si on suit la trace, on va tomber éventuellement sur un relief, donc une sorte de petit monticule. Et ce monticule, c'est un nid de tortue marine. Alexandre, c'est Hélène. Je crois que j'ai repéré une trace là. C'est ça, Alexandre, ou pas? Oui, c'est ça, mais je comprends que t'es... Faut pas parler fort, c'est ça? Faut qu'on soit calme, faut qu'on soit discret, parce qu'éventuellement, s'il y a une trace, il y a une tortue. Bon, là, c'est juste une trace. Donc là, la trace, on va la mesurer. On va la photographier. Donc, tu es prête? On photographie, là? Tu as l'appareil photo? Oui, je l'ai. Ok. Ah, voilà, donc, est-ce que tu as un stylo avec toi? Est-ce qu'on a pensé à prendre le stylo? Ah mince. Moi j'en ai pas. T'en as un, Alexandre? Oui, moi j'en ai. Ouais. Bon, tiens, prendre des notes, effectivement. Prends le stylo. Donc tu poses le stylo à côté de la trace parce que ça nous fait un repère de taille. Et donc tu vas pouvoir prendre une photo de la trace avec le stylo. Comme ça, on aura une idée de la taille de la trace, en plus de la mesure qu'on va faire. Et donc tu prends ta photo. C'est bon? C'est bon. Ok, tu prends ton mètre ruban là, donc tu mesures, tu prends tiens, je te prends l'autre côté si tu veux. D'une extrémité à l'autre de la trace, tu mesures
et tu me dis combien ça mesure. Normalement, ça mesure 1 mètre. Si c'est une tortue lutte, 1,20 m. Bah, c'est 1,10 m. Oui, ouais, 1,10 m. 1,10 m. Oui. Ok. Donc ça ressemble à une trace de tortue lutte, c'est grand. Ça pourrait être éventuellement une trace de tortue verte, mais on n'a pas beaucoup de tortues vertes par là. Donc, 1,10 m, une tortue verte? 1 mètre une tortue verte. 1,10 m, ce serait vraiment une très grosse tortue verte. Ah ouais, mais donc voilà, là, a priori, on est sur les traces d'une tortue lutte. Voilà, a priori, on est bien. sur une trace de tortue lutte. Yes. Et pourquoi on mesure la trace? Et ben justement, c'est pour se faire une idée de l'espèce qui a pondu, ou de l'espèce qui est sortie pour pondre. Et des fois, la tortue, elle va sortir, mais elle va tenter de pondre, mais elle va pas pondre finalement parce que quelqu'un l'a dérangée ou parce qu'elle aura jugé que l'endroit n'est pas adapté. Donc, des fois, on va avoir une trace et puis on va avoir un retour, on dit un retour en U, et la tortue, en fait, elle est juste sortie, elle a évalué la situation, elle s'est dit que c'était pas bon, et elle est repartie. Et elle va ressortir plus loin. Bon, je note alors 1,10 m, c'est ça, t'as dit? Oui, c'est ça. 1,10 m, donc a priori tortue lutte. Ok, bon bah c'est reparti. Est-ce que c'est solitaire, une tortue? Alors une tortue, c'est un reptile. Alors c'est pas un animal qui est réputé pour son côté social. Hein. C'est quand même assez... Mais solitaire, pas toujours. Ah ouais? Là, la tortue en ponte, oui, elle est solitaire. Mais avant de pondre, elle s'est accouplée. Et donc l'accouplement, c'est une période qui a lieu en début de saison de ponte. Et c'est une période où les femelles se regroupent au large, près des plages de ponte, et les mâles les rejoignent. Donc à ce moment-là, elles ne sont pas particulièrement solitaires, elles sont quand même regroupées pour la période d'accouplement. Il y a une autre période où elles peuvent être regroupées, c'est la période d'alimentation. Par moment, elles vont manger dans un banc de méduses, ou pour les tortues vertes, sur un fond où il y a un herbier, par exemple, et là, elles vont avoir des contacts sociaux quand même. Ça vit combien de temps, une tortue? Ah, bonne question. On ne sait pas exactement combien de temps ça vit. Ouais. Ce qu'on sait, ces animaux, en fait, ils vivent dans la mer, et la tortue lutte, par exemple, on ne peut pas la garder en captivité. Donc, on ne peut pas avoir une idée de la durée de vie d'une tortue lutte en captivité. Pourquoi on ne peut pas la garder en captivité? C'est un animal qui ne supporte pas la captivité. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, on ne sait pas... Elles vivent on va dire, comme ça, entre 50 et 100 ans. Et leur maturité sexuelle, donc l'âge auquel elles se reproduisent, est tardif. Donc, elles sont matures sexuellement à partir de 15 ans et jusqu'à 30 ans. Ah oui, donc elles ont eu le donc temps d'être prises dans un filet de pêche. Voilà, ce sont des animaux qui ont même une maturation lente et une vie longue. Voilà. Mais quant à vous donner une durée de vie, non. Attendez, chut. J'ai l'impression d'entendre un truc là, comme un souffle, un râle. Non, vous entendez pas? Un petit peu. C'est comme si ça... Ah ouais, non mais si, clairement, là, attendez l'oreille, on entend un souffle. Là ou Oui, là? j'entends. Ah ouais, un souffle. Alors là, on s'approche tranquillement. Hein, parce que... Ouais, d'accord, je me calme. Il ne faut pas trop la déranger. Mais donc c'est une tortue, elle souffle? C'est certainement une tortue lutte. Mais pourquoi elle souffle comme ça? Ah ben c'est sa façon de... Alors, c'est un animal marin. Donc là, elle est montée sur la plage et elle n'est pas dans son élément. Elle n'est pas dans son élément naturel. Donc, elle fait un effort énorme pour venir pondre. C'est une énergie énorme qu'elle dépense pour sortir sur la terre ferme. Et elle souffle. On dirait une vieille mamie qui se monte 6 étages, là. Et oui, on peut voir ça. On peut voir ça comme ça. Donc là, on a devant nous, quand même, un animal incroyable qui est énorme. Je crois qu'elle fait plus qu'1,10 m par rapport à la trace qu'on avait. Alors, oui, c'est ça. On parlait de la largeur de la trace laissée par les palettes natatoires au sol. Et si on prend la longueur de la tortue, on va arriver à 1,40 m, 1,50 m. Ah oui, c'est énorme. Ouais, clairement. Là, on s'approche doucement, Ouais. avec la frontale rouge. Elle va pondre là, a priori? Bah oui, si elle est là, c'est qu'elle est là pour pondre. Alors si on la dérange pas trop, elle devrait pondre. Génial. Donc restons d'abord à distance un petit peu. Mettons nos frontales rouges. On n'est même pas obligé à la limite de mettre la frontale si vous voyez bien, parce que la lune éclaire bien. À la limite, on reste comme ça. On peut s'habituer, ouais, effectivement, Ouais. à l'obscurité. Et moins on allume de lumière, mieux c'est. Donc là, ce que je vous propose, c'est que dès qu'elle aura commencé à creuser son nid,
on pourra s'approcher par derrière Ok. sans la déranger, mais on ne se met pas devant la tortue, on se met derrière la tortue. D'accord. Mais justement, ça la dérange pas qu'on soit là? Si on reste à distance comme ça et qu'on la contourne et qu'on est respectueux et calme, ça ne la dérangera pas. Ça pond combien d'œufs une tortue lutte? Alors une tortue lutte, ça peut pondre de 50 à 150 œufs dans un même nid. Et donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se met derrière la tortue Ok. et on va, si on se place bien, calmement, si on se met à plat ventre sur le sable derrière la tortue, vous allez regarder et on va voir les œufs tomber dans le nid. Ok, c'est parti. Ça, c'est... Est-ce que tu peux les compter? Tu t'arrives à les compter? Ouais, je crois que là, on peut les compter. Hein. Ça, par contre, petite question, ça sort par où Alors ça sort par le cloaque, donc voilà, ça D'accord. sort par un orifice à l'arrière de la tortue qui est le seul orifice par lequel sortent les excréments, l'urine et les œufs. Ah oui, d'accord, c'est tout. Comme tout- chez les poules par exemple. Tout au même endroit, ok. Ça pond combien de fois par an les tortues luttes? Alors la tortue lutte, elle dépose 4 à 10 nids dans la même année. Ah, pas mal. Donc elle va revenir plusieurs fois au cours de la même saison, au cours de la saison, pour déposer plus des nids, et à intervalle, on va dire, de 15 jours entre chaque nid. Et combien vont survivre? Ah, bonne question. Alors souvent on dit 1 pour 1000 des œufs vont donner un adulte. Voilà. Mais pareil, ça c'est une valeur qui est donnée comme ça pour donner une idée du taux de perte ou de réussite des nids. Mais voilà, c'est une valeur juste symbolique qui n'est pas calculée. Oui, parce qu'il y a plein de prédateurs. Il y a les oiseaux, une fois dans l'eau, il y a les poissons. Alors, dès le dépôt des œufs dans le nid, il y a des prédateurs éventuellement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des crabes qui viennent, les ocypodes, qui sont un type de crabe, qui viennent fouiller le nid et qui peuvent manger les œufs. Les varans aussi, non? On peut avoir des varans, on peut avoir des mangoustes, on peut avoir des chiens, on peut avoir des cochons. Donc il peut y avoir une grande diversité de prédateurs naturels ou domestiques. Voilà. Il fait pas bon être une tortue quand même. Et c'est pour ça que la tortue dépose beaucoup d'œufs. C'est une stratégie, elle dépose énormément d'œufs dans l'idée que une portion infime de ces œufs va donner un adulte, mais c'est une stratégie. D'accord. Mais comment la mère protège ses petits du coup? Eh ben, c'est un reptile, donc elle ne protège pas particulièrement ses petits. C'est-à-dire que les petits, au bout de 2 mois d'incubation, ils vont regagner la mer tout seuls. Et la mer, l'océan, pas leur mère. Et ils vont jamais revoir leur mère. La mer n'attend pas ses petits. Alors là, je pense qu'elle a bientôt terminé. On la mesure, on fait quoi là sur cette tortue? Alors là, une fois qu'elle a commencé à pondre ou juste après la ponte, c'est le bon moment pour mesurer la tortue. Donc je te propose, tu reprends le mètre mesureur qu'on avait là, le mètre de couturière, et on va donc tu vas poser une extrémité du mètre au niveau de l'avant de la carapace. Donc là, on la touche? Oui, là tu peux la toucher, il faut la toucher, ouais, t'es obligé. Ah, ça fait drôle, c'est pas une carapace comme les autres tortues, c'est un peu cuir. Oui, alors en anglais, ça s'appelle leatherback, donc dos de cuir. Donc c'est une tortue qui n'a pas une carapace en écaille, c'est une tortue qui a un cuir. C'est Et drôle. elle est très, très spéciale pour ça. C'est vraiment elle est impressionnante. Je vois Célène faire une drôle de tête. C'est C'est comme si ça te dégoûtait. Non, c'est beau. Mais c'est un bel animal. Bon, un animal impressionnant, on va pas se mentir. Ah oui, elle est impressionnante. Donc ça fait 400-500 kilos et donc comme on disait tout à l'heure, 1,50 m de longueur de carapace. Donc c'est vraiment un animal énorme. C'est très impressionnant. Allez, vas-y, Ça va, Célène. t'es à l'aise? Tu vas y arriver, allez. Vas-y. Non. Tu veux pas? Bon, vas-y, Alexandre, on va le faire parce que Bon, là, allez, la on va tortue le va faire. repartir. On va le faire. Dommage, t'auras pas souvent l'occasion d'en toucher. J'ai touché vite fait, mais non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. La prochaine, peut-être, ou une olivâtre, ça fera un petit peu moins Oui, peur. peut-être. Donc tu peux prendre la mesure sur le cahier pour qu'on... Avec le stylo, toi tu vas prendre les notes. Ah. Ça va, t'es avec le... Bah ouais, mais... Alors, là, attends, t'es à combien là, Alexandre? Là, je suis au bout de la carapace. Donc je suis à 142 cm de longueur courbe. Ok. Donc ça veut dire que... Donc en fait c'est la longueur prise sur la convexité, sur la courbe de la carapace, depuis l'extrémité avant jusqu'à l'extrémité arrière de la carapace. Ok. Tu notes, Célène? Oui, oui. Ok. On doit prendre d'autres mesures?
Oui, on peut en prendre d'autres. On va prendre la largeur courbe aussi. Donc ça, c'est la plus grande largeur dans l'autre sens de la carapace avec le même mètre de couturière. On est à combien là? Là, on est à 100, 120. Oui, beau bébé quand même. Ouais. 120, donc en gros largeur, longueur, mais courbe quand même. Ok. Et puis là, on va la laisser tranquillement repartir. Oui, alors là, faut la laisser repartir. Elle peut pas nous mordre? Si tu te mets pas devant, il n'y a pas de raison qu'elle te morde. Son cou est rigide. En fait, elle est adaptée à la nage. C'est aussi une adaptation au milieu marin. Donc, son cou peut pas se tourner comme dans une tortue terrestre. Ah bon? Et son cou, il est rigide et il est complètement... comme si elle portait une minerve tout le temps, quoi. C'est comme le fuselage d'un avion ou le nez d'un bateau. Cette rigidité facilite l'hydrodynamisme. Ouais, donc voilà, donc en fait, tant qu'on se met pas juste devant le bec de la tortue, on risque rien. Ah oui, parce que c'est un bec, c'est pas une... Non, c'est un bec, c'est un bec corné. Donc elle pince, elle mord pas? Elle pince, okay. Mais elle pince fort. Ça y est, on a pris toutes les mesures. La tortue a recouvert son nid. Elle est en train de descendre pour retourner dans l'eau. Nous, on va en profiter pour faire une petite pause repas quand même, parce qu'on a un petit peu faim, mine de rien. On avale notre sandwich et puis on va repartir, parce qu'on n'a pas fini la nuit. Pourquoi c'est important de compter les tortues et les œufs? C'est important parce que pour savoir quelle est la situation des populations de tortues, puisqu'on a affaire à des espèces menacées. Donc une des informations vraiment importantes dont on a besoin, c'est combien de tortues viennent pondre sur les plages du Congo, là où on est. Et donc on compte les traces, et ces traces nous donnent une idée du nombre de femelles de tortues qui sont dans la zone. On sait comment ça a évolué un petit peu justement donc là, nous sommes en 2003. Les années précédentes, comment c'était Alors justement, c'est ça. Là, on est dans un jeune projet de protection et d'étude des tortues au Congo, parce qu'il n'y a pas de bonnes données actuellement sur ces tortues. On sait qu'il y a une forte menace, c'est-à-dire que ces tortues, elles sont soumises à beaucoup de pression humaine, ou à du braconnage, à de la capture accidentelle par la pêche, au changement climatique, etc. Mais par contre, on n'a pas une idée précise de la situation. Donc c'est ce qu'on vient faire là. La patrouille qu'on fait là et les données qu'on va collecter pendant la patrouille, ça va aider à évaluer la situation de ces tortues. Le soleil pointe le bout de son nez. On a parcouru une dizaine de kilomètres sur la plage, mais notre travail n'est pas terminé. Oui, là, on n'a pas terminé. On va faire une petite pause, mais il faut qu'on reparte à l'aube. Et justement, on a dit que ce qu'on voulait, c'était le nombre de traces et de nids. Et vraiment, l'information dont on a besoin, c'est le nombre de nids et de traces qui ont été déposés par les tortues marines pendant la nuit. Et le bon moment pour le faire, c'est le matin. Donc là, on a fait une patrouille cette nuit. Là, c'était pour voir les tortues et on a eu cette chance. Donc j'espère que tu as apprécié, même si ça t'a fait un peu... Oui. Mais donc là, désolé, mais on va repartir très vite. Et à 6h du matin, là, on va repartir faire la patrouille matinale pour compter les traces et compter les nids de la nuit. Mais on s'arrête jamais, en fait. Si, on s'arrête le jour. Oui, ça fait quand même des longues journées nuit. Oui, alors ça, c'est une activité spéciale, c'est sûr. C'est une passion. Voilà, oui, voilà. Solène, il y a une trace là, tu as vu, tu as repéré là? Oui, je note. Tu veux que je mesure? Non, je vais le faire. C'est bon. Et ça y est, elle prend la confiance, Célène. Tiens, moi je vais aller voir un petit peu là-bas. Je crois qu'il y en a une autre. Non, rien à voir. Non, c'était pas du tout. C'est des traces de pieds d'humain. Ce qui est aussi. Je suis fatiguée, mais je crois que j'ai juste besoin de me prendre une bonne douche. Il n'y a pas de douche dans le campement. Je suis désolé, il n'y a pas de douche. On va où? Dans la mer? Je te propose là, tu montes un peu à gauche après le campement, tu vas voir, il y a une rivière, il y a une petite rivière et tu as des zones un peu plus profondes, là tu te baignes et tu verras, l'eau est claire, c'est parfait pour se laver. Ok, j'y vais. Et... moi aussi, du coup, j'y vais aussi. Ça marche, et après, on va se coucher. Ça y est, il fait nuit et on a fini notre nuit pour le coup et c'est reparti pour une nouvelle patrouille. Faut vraiment être passionné par les tortues.
Oui, c'est un engagement, c'est une passion. Oui. Pour faire ça, c'est sûr qu'il faut avoir envie de faire quelque chose pour la biodiversité. C'est un peu ça la motivation derrière, c'est d'agir et de donner du sens à notre activité. Ça te vient d'où d'ailleurs cette passion? Au départ, moi, j'avais une passion j'ai eu envie de travailler sur la faune sauvage en Afrique. J'ai commencé sur les chimpanzés. Et avec Nathalie et Gaël, on s'est rencontrés sur un projet de protection des chimpanzés. Et on a constaté un problème à Conquati dans les années 2000 sur les tortues marines. Et donc, on a décidé d'agir parce qu'on a vu que la situation était préoccupante. Donc, on a décidé de s'engager là-dedans et de créer une association pour protéger les tortues. Alexandre, il y a des feuilles là sur le sable, je vois pas très bien avec la frontale, mais Oui, j'ai l'impression que c'est du sang. Oui, c'est des feuilles de palmier. Là, il y a une carcasse de tortue sur des feuilles de palmier, oui. Ça, c'est une tortue qui a été braconnée, malheureusement. Mais je comprends pas, là, il y a encore des morceaux de tortue, là, ils ont pas tout pris? Bah oui, on a dû les déranger. Je pense que ils étaient là il y a peu de temps. Nous voilà, on arrive sur le site. Ils ont dû profiter de la sortie de la tortue lutte là pour pondre et ils l'ont tué. C'est horrible. Ouais, c'est pas top. Ouais. Oui, enfin c'est horrible. Pour les populations locales, c'est une ressource alimentaire. La tortue, ils voient pas forcément ça comme une espèce menacée, protégée. Donc il y a des gens qui, nous on dit braconner, eux ils disent qu'ils consomment de la tortue. Donc voilà, ils considèrent ça comme une source de viande. Et ils mangent quoi dans la tortue? Ils mangent la viande, ils mangent aussi les viscères. Des fois ils donnent des qualités, des traitements traditionnels sont basés sur l'utilisation de certains organes. Et puis il y a aussi des vertus aphrodisiaques. Certains pensent que les œufs de tortue sont aphrodisiaques. Donc c'est très utilisé et c'est très consommé traditionnellement dans les populations côtières en Afrique centrale. Comment on peut protéger les tortues? Déjà, on peut protéger les tortues en étudiant la situation. Donc là, c'est ce qu'on fait. On est en train de relever de la donnée pour dire qu'il y a un problème. Mais quand on voit une scène comme ça, on se sent tellement impuissant. Oui. Il y a des lois qui interdisent ça, mais le fait est que la loi n'est pas appliquée. On est dans des zones reculées, il y a les traditions qui sont là. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les populations, discuter avec les populations. Donc, je propose, on va aller au village à un moment. On va aller parler aux villageois pour discuter de ça, pour leur dire que nous, dans notre façon de voir, on trouve qu'il y a un problème et on aimerait discuter avec eux de la situation. Ouais, mais comme tu le disais, c'est difficile d'arriver, les Occidentaux, et de faire la morale. Alors, il ne faut pas tuer les tortues, alors que ça fait des générations et des générations qu'ils en mangent. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on va sensibiliser à notre façon de voir et au fait qu'il y a des lois qui interdisent ces actes, mais on n'ira pas plus loin. C'est pas notre rôle, on est des associatifs. Dis-moi, Alexandre, quel impact a le réchauffement climatique sur les tortues? Le réchauffement climatique sur les tortues, il a un double impact en fait. Donc il y a deux choses. C'est que le réchauffement climatique, ça augmente la survenue de tempêtes par exemple et de gros orages et ça augmente le niveau de la mer. Donc en fait, ça menace l'habitat des tortues marines. C'est-à-dire que les plages de ponte, là, les plages où on est en train de marcher, elles sont beaucoup plus mobiles et puis et les nids de tortues marines qui sont déposés dans ces plages, ils sont soumis à plus de dégradation. Il y a plus de parfois le nid va être détruit parce que la plage va être modifiée très rapidement. Alors ça c'est un premier impact et un deuxième impact c'est la température du sable. Elle influence le sexe des bébés tortues qui vont naître de ce nid. Donc c'est plus c'est chaud, plus c'est des femelles. Voilà, plus le nid est chaud, plus ça produit de femelles. Alors et plus le nid est froid, plus il produit de mâles. Et donc, dans un contexte de réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus de femelles. Et s'il venait à y avoir très peu de mâles, on aurait un problème pour la population, parce que pour que la population se porte bien, il faut un équilibre entre mâles et femelles. Ouais, et puis en plus du réchauffement climatique, il y a l'activité humaine aussi en général qui menace les tortues.
Ah bah oui, là on a vu le braconnage, mais ça c'est un peu c'est choquant, ça se voit, mais il y a plein d'activités, il y a de nombreuses activités humaines qui impactent sur les tortues. On a parlé un peu de la pêche, mais il y a le développement côtier, le fait que les gens créent des villes et les villes se développent sur le littoral en Afrique et partout dans le monde. Ça vient prendre du territoire aux tortues. Donc ça prend les plages de ponte des tortues. Pendant une semaine, on va travailler la nuit, le matin et dormir quand on peut. On va finir par s'habituer au bruit des chimpanzés, du ressac et autres animaux non identifiés. Et tant mieux parce qu'on reviendra ici tous les 10 jours pendant 6 mois. On pack nos affaires pour repartir comme à l'aller en foula-foula. On repart par la plage ? Je te propose qu'on change un peu là, on va monter sur la colline et puis on va traverser un peu de savane pour rejoindre un carrefour sur la route et un endroit où on pourra reprendre le foula-foula par une route différente. Mais c'est pas dangereux ? Non, c'est pas dangereux. D'abord, il y a une petite piste, là tu vois la piste entre les herbes, on peut marcher, on peut même marcher pieds nus dessus si tu le souhaites, c'est assez agréable aux pieds. Et les villageois font comme ça, donc on va faire comme eux. On va tenter de s'intégrer. Ouais, non, même pas peur, on traverse la savane pieds nus, tout va bien. Alexandre, quand t'avais mon âge, 17 ans, c'était quoi ton rêve ? À ton âge, mon rêve, c'était, je voulais être vétérinaire. Et donc j'avais un rêve de profession vétérinaire sans avoir une idée très précise de ce que j'allais faire de ce diplôme de vétérinaire, mais je voulais devenir vétérinaire. Peut-être avec une idée de faune sauvage, mais c'était pas si net que ça. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Mon rêve actuellement, c'est de transmettre. Je trouve, j'ai accompli mon rêve. Donc je fais ce que j'aime. Et ce qui me fait rêver un peu, c'est de transmettre. J'aime bien l'idée justement de motiver des jeunes éventuellement à faire quelque chose qui les inspire. Pas forcément ce que j'ai fait, mais voilà, que les jeunes se développent et accomplissent leurs rêves à leur tour. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par Mac One New York. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.